On se retrouve pour le cadre de votre émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission qui est au cœur de l'actualité. Nous sommes tous plongés où les yeux sont rivés vers la 79e Assemblée Générale des Nations Unies où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris parole le mercredi 25 septembre. Il a évoqué plusieurs points qui concernent ou qui touchent la République démocratique du Congo. Certains Congolais pensent que c'est du déjà entendu. Certains Congolais, par contre, d'autres disent que c'est un discours pointu. C'est sur ce plateau que nous allons évoquer toutes les positions prises par le président de la République. Et en dehors de ça, il y a l'actualité qui a aussi dominé la République démocratique du Congo. C'est cette actualité de la libération des prisonniers à la prison centrale de Makala par le ministre de la Justice. Certains Congolais pensent que la procédure n'a pas été respectée. Plusieurs personnes se disent que la libération des prisonniers doit se faire soit par amnistie, soit par grâce présidentielle. Mais à ce jour, nous avons 1685 détenus de la prison centrale de Makala libérés, certains malades, mais certains aussi qui ne sont pas malades parce que nous suivons tous les informations. Nous avons tous les réseaux sur nos téléphones. Nous avons vu certaines vidéos circuler sur la toile de certains prisonniers libérés qui sont venus se venger de ces personnes qui les avaient accusés pour qu'ils se retrouvent à la prison centrale de Makala. Ce sont là les deux thématiques que nous allons évoquer au cours de cette émission. Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission Grande Analyse. Sur ce plateau, nous avons pour vous un habitué de ce plateau. Il s'appelle Monsieur Dani Chamala. Il est analyste politique indépendant. C'est avec lui que nous allons essayer de débattre autour de nos deux thématiques. Bonjour Monsieur Dani Chamala. Bonjour mon frère Alain. Ça fait un bon moment, mais j'espère que vous vous portez bien. Oui, nous sommes là. Nous demandons à nos aimables téléspectateurs de nous pardonner par rapport à notre rareté constatée ce dernier temps, indépendamment de notre volonté, mais nous sommes là pour les servir à tout moment et à chaque instant. Voilà, le président de la République a pris parole hier. Nous commençons par, à tout seigneur, tout honneur, nous commençons par le président de la République. Est-ce ce discours est dit déjà entendu? Parce qu'il a évoqué les sanctions qui doivent suivre le Rwanda, il a évoqué la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et dans d'autres coins. Est-ce que ce discours est du déjà entendu ou il a tapé fort? Bon, ce que nous pouvons dire à ce qui concerne le discours du président de la République, c'est que si je ne me trompe pas, depuis que le président Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême, toutes les fois qu'il s'est présenté devant l'Assemblée générale des Nations Unies, aucun discours n'a jamais fait l'unanimité de la population congolaise. Il y a toujours ceux qui vont dans le sens contraire et chacun interprète aussi de sa manière. Mais à ce que je sache, c'est que le président de la République ne peut pas se présenter au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies pour parler ce qu'il avait déjà parlé l'année passée ou ce qu'il avait déjà parlé pendant les séances passées. Donc, répéter ou insister sur quelque chose qui n'a pas changé ou qui cherche à changer ne veut pas dire qu'on est en train de parler de la même chose. Aussi longtemps que la guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'est pas terminée, le président doit revenir sur cette question. Aussi longtemps que dans la communauté internationale nous constatons 2 poids 2 mesures, le président doit parler sur cette question. Aussi longtemps qu'il y a les déplacés de guerre à l'intérieur de la République démocratique du Congo et d'autres même qui sont dans des pays voisins, qui ne sont pas encore rentrés dans leur village ou dans leur ville habituelle parce qu'il y a de l'insécurité. Le président doit plaider par rapport à ces questions-là. Entre-temps, nous devons faire aussi comprendre notre voix, nous devons faire comprendre à la communauté internationale la volonté du peuple congolais. Nous devons aussi faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas que le président est en train de revenir sur la même chose, mais le président est en train d'insister
sur une situation qui risque d'embraser toute la région de l'Afrique centrale. Le président de la République a parlé de la protection des ressources naturelles. Il a évoqué le renforcement de la traçabilité de minerais stratégiques. C'est vrai que la République démocratique du Congo regorge plusieurs minerais stratégiques aujourd'hui. Quand il fait allusion à cette protection, il veut personnellement dire quoi? Est-ce que c'est une façon pour lui de demander cette protection de la République démocratique du Congo parce qu'il regorge ces minéraux stratégiques, ou c'est leur demander essayer de veiller à ces détracteurs qui viennent pour piller ces minéraux stratégiques? Je vais vous dire une chose. Peut-être que les Congolais peuvent oublier, mais je vais vous signaler qu'il y a eu la guerre au Libéria. Il y a eu la guerre en Angola, en Centrafrique, en République démocratique du Congo. Je crois que le Botswana a été touché aussi par cette situation. Et la communauté internationale a réfléchi et avait trouvé que toutes ces guerres-là étaient financées par les trafiquants de diamants. Tous ceux qui achetaient des pierres précieuses en Afrique, c'est ce qui alimentaient les conflits pour qu'ils puissent se retrouver dans cette optique-là. Il y a même un film qui a été tourné. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour mettre fin à cette guerre-là? La communauté internationale a réfléchi. Ils ont trouvé que non, voilà. Nous devons maintenant cibler la question. Pour affaiblir les rébellions ou les troupes armées qui sévissent dans chaque pays ou dans chaque coin où il y a des pierres précieuses, il faut donner une sanction sous forme d'embargo sur les diamants émanant de ces zones-là. C'est ce qui a été fait. On a instauré un système, je crois, le système de Kimberley, je crois. C'était ça le traité de Kimberley. C'était pour certifier, pour que le diamant qui peut être vendu doit être certifié. C'est comme ça que nous avons, ici en République démocratique du Congo, créé le centre de certification de matières premières. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui sortir en République démocratique du Congo avec le diamant pour aller vendre dans un autre pays si ce diamant-là n'a pas été certifié. C'est ce qui a mis fin à toutes les atrocités constatées en Afrique. Vous comprenez? Aujourd'hui, le président de la République est en train encore de plaider pour que, de la même manière que l'intervention de la communauté internationale s'était fait sentir pendant cette période-là, nous pouvons encore faire sentir cette intervention de la communauté internationale en exigeant à ce que les matières premières qui sont exploitées dans des zones où il y a des conflits, que ces matières premières soient frappées d'embargo. Vous comprenez? Une fois que l'on table sur cette question, on dit qu'on ne peut pas acheter le coltan émanant de la République démocratique du Congo si ce coltan ne vient pas du gouvernement de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Donc, si ce coltan n'est pas certifié par la République démocratique du Congo, vous allez constater que la guerre va prendre fin. Pourquoi? Parce que le coltan se trouve chez nous en République démocratique du Congo. Le Rwanda n'a pas le coltan. Vous comprenez? Le coltan se trouve chez nous. En vous suivant, sans pourtant vous prendre la parole, il y a une question qui me taraude la tête. Voilà. C'est celle de savoir, est-ce que tous ces preneurs qui prennent avec facilité via le Rwanda vont accepter la demande? Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pourquoi le président de la République est en train de plaider pour que les partenaires de tous ces preneurs de ces marchandises-là ou de ces minéraux-là puissent réfléchir sur cette question. Conclure maintenant des accords avec les États afin d'exploiter d'une manière légale. Vous comprenez? Aujourd'hui au Libéria, on exploite les diamants. Mais comment on exploite ça? On exploite par des partenariats public-privé. Donc c'est de cette façon-là que les choses marchent. Aujourd'hui ici en République démocratique du Congo, malgré que la production n'est pas quand même à grande échelle, mais du moins nous constatons qu'il y a des sociétés qui produisent les diamants en République démocratique du Congo. Une fois certifiés, même le particulier, une fois certifié, ils vont aller vendre ailleurs. Vous comprenez? Mais quand il n'y avait pas ces certifications, les comptoirs de diamants étaient, même dans chaque maison, il y avait un comptoir de diamants. Vous comprenez? Et chacun pouvait sortir avec les diamants, aller vendre où il veut. Maintenant que nous avons exigé
à ce qu'il y ait une traçabilité pour savoir que le diamant que nous achetons ici, ça vient de l'Angola. Et ce diamant ici vient du Centrafrique, ce diamant vient de Botswana, ce diamant vient de l'Afrique du Sud, ce diamant vient de la République démocratique du Congo. Maintenant, on va dire quoi? Mais en République démocratique du Congo, dans les zones où on exploite les diamants, on constate qu'il y a beaucoup plus l'exploitation des enfants mineurs dans des mines. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas acheter parce qu'il y a des enfants mineurs là-bas. Et avec cette décision, ça va permettre à ce que tous les enfants qui travaillent dans des mines soient délivrés de cette catastrophe. En ce moment-là, les choses vont marcher calmement. Avec le coltan qui est vendu par le Rwanda, alors que le Rwanda ne produit même pas des graines de coltan, une fois qu'on demande à ce que le coltan soit certifié, vous verrez que tous ces gens-là vont fuir la brousse et il n'y aura pas de gens qui vont commencer à soutenir la guerre. Entre autres, c'est une façon de blanchir des capitaux. Vous comprenez? On ne va pas résoudre seulement le problème de minerais, mais on va aussi résoudre le problème de blanchiment des capitaux. Ce qui fait que le monde sera quand même considéré d'une manière de gens qui vivent dans un domaine un peu civilisé. C'est ça, au fait, le combat que est en train de mener le président de la République, à ce que ces minéraux-là soient certifiés pour empêcher à ce que des groupes militaires ou des groupes armés se multiplient de gauche à droite. Parce que maintenant, là, la République démocratique du Congo, avec 9 voisins, tout celui qui a besoin de prendre quelque chose en République démocratique du Congo, que ce soit l'or, coltan, cobalt et tout ça, il trouve que si je pars faire la formalité à Kinshasa, ça va prendre du temps où je payerai les impôts à l'État, mais comme je ne veux pas payer, je dois créer des milices et attaquer en ce moment-là. Si j'ai seulement quelques kilomètres carrés, je vais exploiter là-bas et j'aurai aussi la facilité de vendre. Et les armes viendront d'où? Les armes viendront de multinationales en complicité avec le gouvernement des pays voisins pour essayer de me soutenir. Et en ce moment-là, on fait l'affaire. Mais dans le discours du chef de l'État, il a aussi évoqué la feuille de route de Luanda, la RDC. Il a martelé sur l'engagement de la RDC à la mise en œuvre. Et le Rwanda qui minimise le risque de cette crise. Est-ce que il fallait seulement que le président de la République s'arrête à dénoncer, parce que nous avons quand même suivi certains présidents d'autres nations? Je prends l'exemple de Zelensky, qui a pointé du doigt Vladimir Poutine, lui disant que la misère que le peuple ukrainien est en train de vivre, cela vient de la Russie. Est-ce qu'il fallait seulement que le président se dise fier de l'engagement de la République par rapport à cette feuille de route, où il fallait encore apporter un certain nombre de preuves pour indexer les Rwandais, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret de polichinelle. Tout le monde sait que la misère que vit la République démocratique du Congo dans sa partie Est reste un produit du Rwanda. Oui, merci beaucoup mon frère Alain pour cette question-là. Je crois que au niveau du tribune de Nations Unies, on ne part pas là-bas pour sanctionner des gens. Là, c'est une tribune où on vient s'exprimer. Et lorsqu'on s'exprime, on dénonce de ce qui ne va pas et on exalte ce qui est bon. Le président de la République ne pouvait pas arriver à la tribune pour commencer à dire que non, je vais taper tel, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. Il est allé pour dénoncer ce qui se passe, pointer encore une fois de plus l'ennemi de la République démocratique du Congo, qui est le régime de Paul Kagame, parce que le Rwanda n'est pas l'ennemi de la République démocratique du Congo, parce que nous vivons avec les Rwandais ici, et les Congolais vivent aussi avec les Rwandais chez eux. Alors, il est allé pour dénoncer. Là, c'est un endroit tout simplement où on dénonce. Et aussi, dire qu'il se limite à dénoncer, non, il ne s'est pas limité seulement à dénoncer. Lorsqu'il parle, il dénonce et il propose. Vous comprenez? Il a dénoncé, il a dit, voilà ce que Paul Kagame est en train de faire sur les sols congolais. Il y a ces militaires, ces troupes militaires sont sur les sols congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander le retrait immédiat de ces troupes militaires sur les sols congolais. Et il faut sanctionner. Voilà ce que le président est en train de solliciter. Il a dit, voilà ce que la République démocratique du Congo demande à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, de demander à Paul Kagame de retirer ses troupes sur le sol congolais et en plus sanctionner les concernés dans cette affaire, parce que ce sont des individus qui se nourrissent de ces conflits-là. On était en train de parler
du discours du chef de l'État. Il a évoqué la feuille de route de Luanda, mais c'est vrai que jusqu'à ce jour, il a dit que les Rwandais continuent à minimiser cette crise. Est-ce que vous pensez que à l'issue de ce discours du président de la République à l'Assemblée générale des Nations Unies, on peut avoir une solution dans cette partie de la République? Merci beaucoup pour cette question-là. Ce que je peux dire là, c'est que si ce processus de Luanda ne pouvait pas donner solution à la République démocratique du Congo, je crois que le président de la République ne pouvait pas s'y attacher. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours dans la tête de M. Paul Kagame l'idée de se victimiser, de dire que c'est la République démocratique du Congo qui est fautive dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo ou le long de nos frontières. Pourquoi tout ça? Parce que vous savez, il y a un moment où tout le monde poussait le président de la République à déclarer la guerre contre le Rwanda. Et tout ça, c'était pour faire voir à la communauté internationale que voilà, c'est la République démocratique du Congo qui nous a attaqués. Au moment où nous étions en processus au niveau de Luanda pour que la question soit réglée d'une manière pacifique. J'apprécie la question ou la position du président de la République par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que vous avez suivi, lorsqu'il parle au niveau de l'Assemblée générale, il dit ceci, que pour ce qui est des dialogues avec les groupes armés, nous n'allons pas négocier avec ces groupes armés. Mais pourquoi? Parce que cette prise de position ne nous ramène pas contre nous. Non, cette prise de position du président de la République est une bonne position pour nous et bénéfique pour la République démocratique du Congo. Parce que vous allez constater, lorsque le président de la sous-région se réunit au niveau de Luanda pour discuter sur la question de la paix, est-ce que vous avez déjà vu les éléments du M23 se présenter là-bas? Non, pourquoi? Parce que c'est lui qui parle en leur lieu et place, c'est Paul Kagame, parce que le M23, c'est les supplétifs du M23. Vous allez constater, même dans le rang de ceux qui combattent, ce sont des militaires rwandais. À chaque fois qu'on capture des militaires, des combattants du M23, des soi-disant M23, ce sont des éléments de l'armée rwandaise. Donc, quand il faut prendre des positions, quand il faut négocier, quand il faut signer quoi que ce soit, c'est Paul Kagame qui signe. C'est-à-dire que la pression exercée diplomatiquement par la République démocratique du Congo via le président de la République a mis à nu ce qui était caché dans la tête de Paul Kagame. Aujourd'hui, avec cette position-là, parce que comment nous allons parler avec le Rwanda? Vous savez combien de fois, comment nous allons parler avec le M23? Combien de fois la République démocratique du Congo a négocié avec CNDP, a négocié avec le RCD, a négocié avec le M23? Et tout ça, vous allez constater que c'est toujours RCD. Après RCD, il se transforme en CNDP. CNDP se transforme en M23. Parce que le M23 que nous parlons aujourd'hui, c'est quoi? C'est le RCD qui s'est transformé en CNDP et CNDP qui se transforme en M23. Au mouvement du 23 mars. Voilà, au mouvement du 23 mars. Le mouvement du 23 mars, c'est quoi? Ce sont les dissidents des CNDP avec qui on avait signé des accords un certain 23 mars. Aujourd'hui, qui pose problème à la République démocratique du Congo. Il pose problème pourquoi? Parce que c'est une partie de l'armée rwandaise. Vous comprenez? Donc à ce jour, le dialogue avec le M23 ne peut pas avoir lieu. Avec qui nous devons négocier pour faire taire des armes? Pour faire taire des armes à l'est de la République démocratique du Congo, il est question que l'armée rwandaise se retire de notre territoire, se retire du sol congolais. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps, il y a, je crois, 2 bataillons ou 3 bataillons qui se sont rendus en Ouganda pour dire que nous n'allons pas combattre encore en République démocratique du Congo parce que nous avons réalisé effectivement que c'est une guerre injuste. Vous comprenez? Ils se sont rendus à l'armée rwandaise, à l'armée ougandaise. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour vous dire que lorsque vous suivez même les positions de Paul Kagame, vous allez comprendre que il y a un problème, c'est l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais. Et avec, comme à Libye, non, il y a les interamoués qui sont sur le sol congolais, qui cherchent à renverser le pouvoir de Paul Kagame. Donc, on est en train de tuer les Congolais pour protéger les pouvoirs d'un individu.
Vous comprenez que ce sont des choses qui ne peuvent pas tenir en plein 21e siècle. Donc la position du président de la République, c'est une position que j'appuie à la virgule près. Le président de la République a dénoncé le soutien du Rwanda auprès du M23. Il a aussi appelé la communauté internationale aux sanctions. Mais jusqu'à ce jour, depuis qu'on s'est plaint de ce que le Rwanda fait dans la partie est de la République, cette communauté internationale, je prends l'Union européenne, les Nations Unies, jusque-là restent bouche bée et ne prennent pas de décision. Ne pensez-vous pas que ce qu'on peut traiter de complicité par rapport à ce que subit la République démocratique du Congo et les dires du chef de l'État n'aura pas d'effet, parce qu'à ce jour, c'est comme si vous avez un petit démon dans votre propre maison, mais il y a vos frères de famille qui entretiennent ces petits démons. Est-ce que vous pensez vraiment cet appel du chef de l'État appelant la communauté internationale et l'Union européenne aux sanctions pourra avoir des effets? Vous savez, vous pouvez dormir dans votre maison et il y a quelqu'un qui toque à la porte pendant que vous dormez. Au fur et à mesure que la personne insistera, vous finirez par vous réveiller. Et pour faire taire ce bruit-là, vous allez ouvrir la porte pour le recevoir. C'est ce que la République démocratique du Congo est en train de faire actuellement. Nous sommes en train de faire ce bruit-là pour que nous soyons entendus. Et comme nous sommes en train de crier haut et fort, nous sommes en train de faire ce qu'il faut faire pour terminer cette guerre-là. J'étais en train de dire avant que nous puissions connaître le problème d'interruption, ici que ce n'est pas une position de faiblesse que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et nous n'avons pas besoin de brandir des preuves aujourd'hui. Parce que toutes les preuves ont été déjà déposées. Et le rapport des experts de l'ONU font état de la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Et lorsque ce rapport-là sera examiné, lorsque ce rapport-là sera exploité, vous verrez que même sur le plan des droits, le Rwanda a violé les règles du droit international. Vous comprenez? Sur l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo, sur l'agression, parce que lorsqu'une autre armée attaque l'armée étrangère sur son sol, c'est une agression. Vous comprenez? Donc, tous ces éléments-là ne sont pas à démontrer aujourd'hui. Et lorsque Paul Kagame prend parole, il vous dit que non, moi je veux aller en République démocratique du Congo. Dernièrement, il avait parlé de terres, et non parce que les frontières n'ont pas été bien tracées, il y a nos terres en République démocratique du Congo. Deuxièmement, il avait parlé pour dire qu'il y a des interamoués. Je suis en train de poursuivre les interamoués sur notre propre sol. Vous savez, lors du régime passé de Laurent, de Joseph Kabila, combien de fois l'armée rwandaise a pénétré le sol congolais pour rechercher ou traquer les interamoués. C'était quoi? C'était toujours dans le sens de finir cet argument de Paul Kagame, de dire qu'il y a des interamoués qui cherchent à déstabiliser son régime. Joseph Kabila avait accepté pour dire que non, viens avec l'armée congolaise, comme ça, ensemble, nous allons traquer les interamoués. Ils sont sortis, ils n'ont trouvé même pas un seul interamoué sur le sol congolais. Vous comprenez? Aujourd'hui, le même argument continue à être avancé, mais pour le moment, pour l'instant, c'est un argument qui ne tient pas encore debout parce que on a trouvé la présence de l'armée sur le sol congolais. Ce n'est pas pour traquer les intérêts, mais plutôt c'est pour exploiter les minéraux. Vous comprenez? Donc, toutes ces preuves-là ont été déjà déposées au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et tout, même au niveau de l'Union européenne. Donc, personne ne peut ignorer ça aujourd'hui. Donc, nous attendons, nous appelons. Et ce que je vais dire ici, nous ne devons pas nous fatiguer de les dire. Nous devons toujours continuer à les dire parce que si nous nous fatiguons, et ils vont continuer à commettre des forfaits sur le sol congolais et nos minéraux risqueront de partir et nous continuerons toujours à perdre des vies humaines. Je prends l'exemple de la Palestine. La Palestine était toujours considérée comme une colonie juive. Vous comprenez? Mais avec le combat mené par les Palestiniens, vous allez constater aujourd'hui qu'il y a une solution de deux États qui se pose. Vous comprenez? Il y a une question, on dit non, pour qu'il y ait la paix dans ces coins-là, il faut que la Palestine soit reconnue comme État. Et aujourd'hui, les États commencent à reconnaître petit à petit. Dernièrement, il y a eu l'Espagne
qui venait de reconnaître la Palestine comme État, un État. Vous comprenez? Il y a d'autres aussi qui emboîteront le pas pour que la solution soit trouvée. Et tout ça, c'est un combat de plusieurs années. Donc, même si nous n'avons pas été entendus hier, aujourd'hui, nous ne sommes pas entendus, nous pouvons être entendus demain, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de dénoncer ou de crier tout haut que nous sommes. Est-ce que nous devons rester dans cette logique de la dénonciation, comme certains le disent, de pleurnichard, en train de pleurer, de se dire que tout ce que nous vivons, c'est le Rwanda? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Je me rappelle, il y a une semaine ou 2 semaines passées, j'ai essayé de faire un micro-trottoir. Certains Congolais ont dit qu'il était quand même temps que la République démocratique du Congo puisse tourner les armes vers le Rwanda. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que ça pouvait être une optique pour essayer d'éradiquer cette guerre dans la partie Est? Vous savez, mon frère, il y a des choses que nous devons comprendre. La politique telle que les gens la vivent aujourd'hui, nous avons toujours dit qu'en relation internationale ou dans la politique internationale, il n'y a pas d'amitié. Ce ne sont que des intérêts qui priment. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a découvert qu'il y avait un piège tendu à la République démocratique du Congo par la même communauté internationale. La piège, c'était laquelle? Armer plus le Rwanda, vous comprenez, pousser la République démocratique du Congo à déclarer la guerre et commencer maintenant à mettre sur le dos de la République démocratique du Congo les dégâts causés par cette guerre-là. Vous comprenez? Oui. Et dire que, voilà, si aujourd'hui la communauté internationale soutient le Rwanda, c'est parce que la République démocratique du Congo a déclaré la guerre contre le Rwanda. Vous comprenez? Nous ne sommes pas en train tout simplement de dénoncer ou de pleurnicher, comme d'autres personnes peuvent le dire. Sur le champ de bataille, il y a nos éléments qui sont là. Il y a d'autres qui meurent tous les jours ici, sur le champ de bataille. Il y a tout un arsenal militaire qui est en train d'être évacué à l'est de la République démocratique du Congo pour sécuriser nos territoires. Vous comprenez? Vous savez l'allure qu'avait le M23 à l'époque, en 2021 ou en 2020, lorsqu'ils ont déclenché la guerre. Si on n'avait pas une armée, aujourd'hui, on ne pouvait pas. Oui, on peut être là où nous sommes. Nous avançons petit à petit vers les 3 ans de la prise de pouvoir. Oui, nous avançons. Au fait, la guerre, vous savez quand est-ce que ça peut commencer, mais vous ne savez pas quand est-ce que ça va se terminer. Regardez la grande puissance, la Russie. Lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, c'était une opération spéciale de 90 jours. Ils avaient donné même la date. Ils ont dit, nous avons une opération spéciale de 3 mois en Ukraine. Aujourd'hui, nous sommes à la 40e année où cette guerre-là continue. La guerre, vous savez quand est-ce que ça peut commencer. Mais pour l'arrêt de la guerre, vous ne savez pas. L'Israël qui a attaqué la Palestine, c'était une opération pour quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller, c'est une année maintenant, de la guerre en Palestine. Aujourd'hui, Liban est embrasé. La Syrie, n'en parlons pas parce que c'est le théâtre de bombardements, des attaques, des cibles et tout ça. Et tous ces gens-là continuent toujours à aller aussi dénoncer au niveau des Nations Unies. Que voilà ce qui se passe, voilà. Et nous sommes victimes, ça nous devons le dire, nous sommes victimes de la jalousie internationale. Aujourd'hui, on veut à ce que les richesses de la République démocratique du Congo puissent servir tout le monde, mais que tout le monde ne sécurise pas la République démocratique du Congo. Vous comprenez là où il y a le problème. Regardez, il y a d'autres pays aujourd'hui, si vous attaquez, les États-Unis sont à 2 bouts de doigts de vous déclarer la guerre. Je prends l'exemple d'Israël aujourd'hui. Si vous attaquez Israël, si vous jetez même une pierre en Israël aujourd'hui, sachez que les Américains sont prêts à fournir des armes même à votre voisin pour que vous soyez attaqué aussi. Vous comprenez? Donc ce sont des pays privilégiés, des pays où ils trouvent qu'ils doivent protéger parce qu'ils ont leurs intérêts là-bas. Le Rwanda a été protégé parce qu'ils savent leurs raisons qu'ils avaient, parce que c'était le chemin qui servait la sortie de toutes les richesses de la République démocratique du Congo.
Vous comprenez? Aujourd'hui que nous sommes en train de boucher tous ces trous-là, donc je crois que la République démocratique du Congo ne peut pas être prise comme un ami à protéger, mais plutôt une personne à agresser. Et nous ne devons pas tomber dans le piège de déclarer aujourd'hui la guerre contre le Rwanda parce que Bunagana a fait autant d'années entre les mains des rebelles. Non, je vais vous parler par exemple du Sénégal. Vous connaissez ce qu'on appelle le territoire qu'on appelle Casamance. Combien d'années Casamance est resté entre les mains de la rébellion? Combien d'années? Est-ce que c'est ce qui doit faire que nous ne puissions pas nous battre pour récupérer? Nous sommes en train de nous battre. Que quelqu'un ne puisse pas vous dire que nos militaires ne se battent pas. Nos militaires se battent tous les jours ici. Tous les jours. Allez sur les réseaux sociaux, même quand bien même que moi je ne suis pas sûr avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et je déconseille aux gens de considérer des choses qui se passent sur les réseaux sociaux à ce qui concerne la République démocratique du Congo, parce que la guerre n'est pas seulement militaire, elle est aussi médiatique. La plupart de ceux qui publient beaucoup plus sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui soutiennent le M23 via le Rwanda et tout ça. Mais nos militaires sont là. Demandez même à nos frères et sœurs qui habitent de ce côté-là. Ils vous diront que tous les jours ici, nos militaires sont en train de se battre. Vous comprenez? Ils sont en train de défendre le territoire. C'est comme ça que je vous dis ici que si l'allure qu'avait cette guerre-là en 2021, en 2021, 2022, si cette allure-là continuait jusqu'à présent, ces gens allaient être déjà ici à Kinshasa. Parce que vous vous rappellerez, lorsque Nanga est allé rejoindre ses parrains rwandais, qu'est-ce qu'il avait déclaré? Il avait dit qu'il va marcher sur Kinshasa. Vous comprenez? Mais il est là, demander s'il a déjà pris une commune. C'est quoi? C'est parce qu'il a rencontré la résistance farouche de nos forces armées que nous devons à chaque instant, même dans vos émissions, encourager à ceux qui continuent à défendre toujours le territoire. Avant d'aborder la question sur la libération des prisonniers, en gros, qu'est-ce que nous devons retenir du discours du chef de l'État à la 79e Assemblée Générale des Nations Unies? Ce que nous devons retenir de ce discours du président de la République, c'est que la République démocratique du Congo se bat et dans quelques instants, la République démocratique du Congo célébrera sa victoire sur tous ses ennemis. Ça, c'est ce que nous devons comprendre et ce que nous devons retenir par rapport à ces discours-là. Et dans ces discours-là, je crois aussi, nous devons nous serrer la main. Nous devons parler le même langage contre l'agresseur de la République démocratique du Congo. Parce que le régime Tshisekedi passera, il y aura un autre président qui prendra place pour diriger le Congo, mais le Congo doit être toujours uni et restera toujours un et indivisible. Nous devons continuer à mener des efforts comme cela a été fait par ceux qui nous ont légué ce pays, aujourd'hui que nous léguerons aussi à nos enfants. Donc, le président de la République, dans son discours, il est en train de parler comme quelqu'un qui est déterminé à conserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, conserver sa faune et flore, conserver en même temps ses limites et tout. Donc, je crois que c'est ce que nous pouvons retenir par rapport à ça. Voilà, nous prenons pour quelques minutes le sujet et entrer à la libération des prisonniers. 1685 prisonniers libérés par le ministre de la Justice. Le commun des mortels se pose des questions pour savoir qu'est-ce qui a été fait au préalable pour que ces prisonniers soient libérés. 1685 dossiers étudiés en moins de 72 heures pour libérer 1685 personnes. Et aujourd'hui, il y a ces dérapages. Moi, j'en ai vécu à ma tétée. Il y a un qui est venu faire sa vengeance par rapport à la personne qui l'a accusé. Et dans d'autres communes, nous avons aussi appris que certains sont venus venger. Est-ce qu'il a fallu libérer un gros lot de prisonniers en même temps ou il a fallu le faire progressivement? Merci beaucoup pour cette question-là. Humainement par là, je dirais qu'il fallait libérer tous ceux qui sont en prison. Moi, personnellement. Qu'il fallait libérer tous ceux qui sont en prison. Même ces criminels qui sont en prison. Même ces criminels qui sont là. Il fallait les libérer. Pourquoi? Il est inhumain aujourd'hui de voir que quelqu'un qui a détourné des millions de la République démocratique du Congo, des millions de dollars pour la République démocratique du Congo, des trésors publics, est en train de se promener calmement sur la ville
en train de bénéficier même de promotions, certains bénéficient même de promotions et de nominations politiques, alors que celui qui a volé un téléphone se retrouve en prison pendant 5 ans. À l'État. Mais à Botoli téléphone il y a $100 à ça la 5 ans en prison. Vous trouvez ça humainement par là? Vous trouvez c'est logique? Vous trouvez c'est logique? Les accords politiques. Et aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, lorsque Moutamba prend la décision ou prend l'initiative de désengorger les prisons, mon frère, vous me direz que les cas que vous êtes en train de déplorer, et surtout, j'ai apprécié quelque chose dans votre façon de poser la question, vous avez parlé de combien de mortels. Moi, je ne suis pas combien de mortels. Moi, je suis analyste politique indépendant et je suis juriste aussi. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas combien de mortels, c'est-à-dire que je connais les méandres de la justice. Vous comprenez un peu? Dis-moi un peu. Moutamba libère 1685. Vous me parlez d'un cas à Matete ou soit à Kinkole, ça fait combien de cas? On peut énumérer combien de cas de dérapage parmi ceux qui ont été libérés. Si aujourd'hui on a libéré 1600, il fallait me dire qu'il y a 1600 cas de vengeance sur la ville province de Kinshasa. Vous allez me dire que le monsieur qui a été transporté dans une brouette là, c'est ce monsieur-là qui est allé venger. Ce monsieur-là a eu la force d'aller se venger contre ceux qui l'avaient accusé. Est-ce qu'il a fallu que ça se fasse de la manière dont ça... Mais ça peut se passer de quelle manière? Qu'on puisse me dire seulement nous savons tous que la libération de prisonniers se fait par amnistie, grâce non, il n'y a pas que ça. 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 C'est pourquoi je dis que moi, je ne suis pas comme des mortels. Je suis de ce corps-là, des animateurs de la justice en République démocratique du Congo. On ne libère pas seulement par amnistie. On ne libère pas seulement par amnistie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moutamba? Parce qu'on ne veut pas expliquer aux gens clairement les choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Moutamba? Moutamba n'a pas libéré. Est-ce que Moutamba d'abord connaît les prisonniers qui sont en prison? Est-ce qu'il les connaît? Et lorsqu'ils sont libérés là, Moutamba, qui vous a dit qu'il a donné même $10 à Moutamba pour qu'il puisse sortir de la prison? Moutamba le fait en tant qu'autorité politique, le patron de la justice en République démocratique du Congo. Il constate que les prisons sont inondées. Une prison construite pour 1500 personnes, vous y trouvez plus de 15 000 voire 20 000, 30 000 personnes. C'est inhumain. C'est inhumain. Maintenant, qu'est-ce que Moutamba fait? Qu'est-ce qui a été fait en amont? Voilà. Qu'est-ce que Moutamba fait? Qu'est-ce que Moutamba fait? Vous savez, lorsque vous arrivez quelque part, vous ne devez pas d'abord chercher à savoir ce qui a été fait. Mais vous devez apporter d'abord la solution à ce qu'il y a. Vous ne pouvez pas vous dire que non, comme on n'avait pas construit des prisonniers par mes prédécesseurs, alors je ne peux pas libérer ceux qui sont malades. Mais s'ils meurent là-bas. Est-ce que le 1680 s'ils meurent là-bas. était malade? Mais on a donné les arguments pour lesquels on a libéré ces gens. Il y a des gens qui sont libérés par des libérations conditionnelles. Vous savez ce qu'on appelle libération conditionnelle? Quelqu'un qui a été condamné, mais qui a déjà purgé au moins un quart de sa peine. Vous comprenez? Il y a d'autres qui sont libérés par la levée de la détention. C'est-à-dire quelqu'un qui était toujours sous le régime de la détention préventive. Il y a l'autre qui a fait 21 ans en prison, mais il était toujours sous la détention préventive. Vous comprenez? La détention préventive pendant 21 ans. Vous pouvez vous imaginer? Lorsque Moutamba découvre ce genre de choses, il dit non. Si vous avez trouvé que ce monsieur-là, il ne pèse pas sur lui des indices sérieux de culpabilité, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez lever sa détention. Il y a d'autres qui sont libérés par la mise en liberté provisoire, d'autres la levée de la détention et d'autres par la libération conditionnelle. Et la libération conditionnelle, c'est un pouvoir qui est reconnu au ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice ne le fait pas seul.
il le fait en complicité avec le magistrat. Les dossiers de ces gens-là ne sont pas en prison. La prison ne gère pas les dossiers de ces gens-là. Les dossiers sont gérés par les magistrats au niveau du parquet. Monsieur Dani Tchamba, vous comprenez? La régie me dit que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mais je pense que je dois vous avoir pour le compte de notre émission ce que dit le droit. Parce que dans le rue de la ville de Kinshasa, les gens se posent des questions. Bomoni, à libérer Bango Ponani. Et nous devons quand même avoir des précisions sur le plan juridique. Parce que vous en connaissez un peu plus. Alors, pour conclure l'émission d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Congolais qui pensent que le ministre de la Justice a fait une libération de trop? Au fait, ce que je peux dire par rapport à ceux qui pensent de cette façon-là, c'est seulement qu'ils ne sont pas humains et ils ne comprennent pas le méandre de la justice. Vous comprenez? Ils ne sont pas humains. Ils ne comprennent pas le méandre de la justice. Le ministre de la Justice constate qu'en prison, il n'y a pas de médicaments. Vous savez, les politiciens que nous avons ici, une fois qu'il a le mot de tête en prison, il doit aller être soigné à l'étranger. Évacuation à l'étranger. Mais quelle différence entre celui-là et celui qui était transporté dans la brouette là, que j'ai vu? Il est moins congolais que celui qui est allé se faire soigner en Belgique. Les politiciens, lorsqu'ils entrent en prison, c'est le même jour qu'ils tombent malades. C'est là que je suis en train de féliciter un seul politicien qui est en prison, qui n'a jamais tombé malade. Jean-Marc Kabou. Vous comprenez? Lui n'a jamais réclamé qu'il est malade. Mais le reste ici, quand il entre aujourd'hui, demain, on dit non, son cas est vraiment dangereux, on doit l'amener à l'étranger pour qu'il puisse recevoir les soins appropriés. Eux-mêmes reconnaissent qu'il n'y a pas de soins appropriés à Makala. Mais ces gens-là, on doit les maintenir dans ces conditions-là. Pourquoi? On doit les maintenir dans ces conditions-là. Pourquoi? Regardez qu'il y avait la Covid-19 ici. S'il y avait un ministre courageux comme Moutamba, il allait libérer des gens. On allait éviter autant de morts en prison. Vous savez que la Covid-19 a emporté beaucoup de prisonniers. Effectivement. Et si on les avait libérés, on allait sauver des vies. L'objectif de la prison, ce n'est pas de faire souffrir les gens. C'est de rééduquer les gens. Vous comprenez? Pour que ces gens-là puissent réintégrer la société et qu'ils deviennent utiles. Je vais vous dire, vous savez combien de bâtiments, combien de bancs ont été fabriqués par les Koulouna qui ont été envoyés à Kanyamaka CC, alors que les autres là sont en prison en train de manger. Ils mangent aux frais de l'État, en train de consommer inutilement. Vous ne voyez pas, quand on libère ces gens-là, moi je trouve que c'est bien. Pour moi, Moutamba doit encore rentrer, libérer encore plus ceux qui sont restés là-bas, parce qu'ils ne contribuent pas à l'épanouissement de l'État congolais. Aujourd'hui, nous pouvons prendre la plupart des jeunes gens qui sont là-bas, les former, ils deviennent des militaires, on les envoie à l'Est, on termine la question avec le Rwanda. Vous comprenez? Plutôt qu'on le garde là-bas, parce qu'il y a d'autres qui sont là-bas parce qu'ils n'ont pas payé $100. Il y a d'autres qui sont là parce qu'on a demandé $500, la famille n'est pas à mesure de le faire. Mais vous allez me dire que là, Moutamba a mal fait. Voilà, merci. Et il a bien fait, et il a fait aussi conformément au pouvoir que la Constitution et les lois de la République lui confèrent. Que celui qui a vu que Moutamba a violé les lois, je demande un débat contradictoire avec lui sur votre plateau, qu'il me prouve que Moutamba a violé la loi. Voilà, merci beaucoup. Je pense que le débat est lancé. Celui qui pense que Moutamba a violé les lois de la République, M. Dani Tchambala a dit, il est présent pour un débat contradictoire. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Il y a Rabi Fouka à la prise de vie et Junior Santos, un Angolais perdu en République démocratique du Congo. À la régie finale, j'ai Gala Mouya que nous appelons communément Coco Mouya. Mais je ne saurais pas terminer cette émission sans pour autant souhaiter faire un clin d'œil à Pati Balembi, nous l'appelons communément garçon de disque. Il y a Eric Lenio qui nous suit souvent et qui ne manque jamais de nous envoyer ses remarques. L'honorable Carlos qui nous suit attentivement. Honorable Carlos, nous vous disons merci parce que vous nous suivez aussi. Et pour boucler, je vais souhaiter une bonne soirée ou un bon début de week-end à monsieur, nous l'appelons monsieur le banquier Jerry Boukasaka Bongo. Moi je l'appelle communément Mazout Kipaki. Bon week-end à toi et merci. On se retrouve prochainement avec un autre invité et pour une autre thématique. Au revoir.